Chers amis, bonjour. Ce matin, je vais vous parler d'un truc important en ce qui me concerne. Il s'agit d'observer en quoi et comment l'argent a une incidence ou pas dans le fait qu'on soit heureux ou qu'on le soit pas. Alors, je sais, c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou parce que quand vous demandez à quelqu'un combien il gagne, il vous le dit jamais, hein. Ce qui est compréhensible, hein, c'est pas, je suis pas en train de reprocher, mais j'y pense parce qu'en allant chercher mon argent jeudi matin, j'ai vu justement que le Crédit Agricole avait organisé une conférence dans le secteur. Ils ont eu la sagesse de pas m'inviter, c'est bien. Il valait mieux, je pense. Hein. J'aurais pris comme une offense le fait qu'on m'y invite. Franchement, pour être tout à fait franche. Bon, enfin, c'est pas grave, mais c'est vrai que le sujet était un sujet très important. Alors justement sur Facebook ce matin, là, à l'instant. Attendez, je vais fermer, je vais boucler internet pour avoir la paix, parce qu'autrement je pense que je vais t'emmerder. Voilà, donc je me déconnecte du réseau, comme ça je vais avoir la paix. Faut savoir se faire respecter un petit peu. Oui, alors le problème est le suivant, en quoi est-ce que le fait d'avoir de l'argent ou pas impacte sur le sentiment de bonheur ou pas. Parce que sur le sujet, je pense que j'en connais un rayon, mine de rien. Avec tout ce que j'ai expérimenté depuis 6 ans, enfin depuis plus de 6 ans que je suis sous tutelle, je pense que j'en connais un rayon. Voilà. Parce qu'évidemment, bon, vous avez des gens qui savent gérer leur argent et des gens qui ne savent pas, et ce ne sont pas nécessairement, contrairement à ce que pensent les riches, les plus pauvres qui savent mal gérer, ou ce que pensent les pauvres, les plus riches qui sont les plus irresponsables. C'est pour ça que c'est extrêmement complexe en fait. Alors je vais commencer par parler d'une chanson en particulier, j'en avais déjà parlé, au sujet de la chanson Je veux de Zaz justement, qui vient au Zénith à Rouen je crois au mois de novembre. Il se trouve que quand cette chanson-là, évidemment, la chanson s'appelle Je veux et tout, puis elle écrit dans toute la chanson la relation qu'elle a par rapport à l'argent qui est relativement détachée, et donc évidemment compte tenu du fait que cette chanson a eu un impact absolument incroyable, il y a des gens toujours bien pensants qui considèrent que c'est du foutage de gueule, etc. Alors on va remettre le contexte de la création de la chanson, j'ai plus le nom de l'auteur, je suis désolée, mais il se trouve que c'est un maghrébin, donc qui était, enfin un arabe on va dire, qui était invité dans une famille de la haute, hein, on va dire, sur le bord de Seine à Paris, enfin dans un quartier huppé, et puis il se trouve qu'il y a un objet précieux, une petite cuillère en argent ou je sais pas quoi qui a disparu, et donc systématiquement, ils ont accusé l'arabe de service d'en être coupable et tout, ce qui l'a évidemment révolté, chose que je peux comprendre parfaitement, et donc en rentrant chez lui après le repas, il était tellement en pétard qu'en fait il a écrit cette chanson. Alors moi par rapport à cette chanson, évidemment je m'y reconnais complètement, mais il faut savoir que j'ai dû dire quelque part que j'en étais probablement l'inspiratrice. Il faut savoir qu'au début, pendant des mois et des mois, moi, j'avais absolument pas cette prétention. Et elle me coïncidait énormément, c'est vrai, mais j'avais absolument pas la prétention de l'avoir inspirée en quoi que ce soit. Mais il se trouve qu'on a tout fait pour que justement je me reconnaisse dans cette chanson et que je pense que je l'avais inspirée, ce qui est faux. Voilà. Donc évidemment le problème c'est qu'après j'ai voulu retirer sur mon forum, mais on a tout fait pour que j'ai plus le droit d'y avoir accès. Le forum Baba Orum et tout, il y a des années que j'ai plus du tout accès à ce forum là. Voilà. Donc comme ça au moins les choses sont claires. Alors il se trouve par contre effectivement que j'ai tenu des propos à Thomas il y a très longtemps de ça, au moment où j'avais pété les plombs, donc il y a une quinzaine d'années, j'allais vraiment extrêmement mal. Et je me souviens très bien avoir dit à mon mari à l'époque, je lui dis, tu vois, ce que je ressens là, de l'état dans lequel je suis, je veux dire, j'aurais sur mon compte en banque des sommes absolument faramineuses. En quoi est-ce que mon état psychologique serait mieux ou pas? En quoi est-ce que le fait d'être riche à millions modifierait en quoi que ce soit les souffrances psychologiques que j'endure là actuellement? Et il m'avait dit, effectivement, ça changerait absolument rien. Voilà. Et c'est en ça, évidemment, que cette chanson était particulièrement interpellante pour moi. Parce que, effectivement, par exemple, le degré d'estime de soi, c'est quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec l'argent. Et je crois que l'un des problèmes,
Mais c'est pas uniquement aujourd'hui, parce que ça a toujours été comme ça. Il y a énormément de gens qui pensent, et qui le pensent vraiment, quoi. Je veux dire, c'est pas du baratin, qui sont absolument persuadés que selon le nombre de zéros qu'ils vont avoir sur le solde de leur compte en fin de mois, ça correspond effectivement à une forme d'estime de soi et à une forme de bien-être. Alors évidemment, je pourrais vous la faire de la façon schématique, entre l'être et le avoir, mais n'empêche qu'il y a quand même de ça, quoi qu'on en dise. Alors par exemple, moi je connais particulièrement bien le problème pour l'avoir travaillé au sujet du mot reconnaissance. Parce que la reconnaissance, c'est extrêmement important, la reconnaissance. Sur le plan philosophique et psychologique, pardon, la reconnaissance, elle est extrêmement large. Vous avez la plus précieuse, qui est la reconnaissance intellectuelle. Moi, par exemple, je bénéficie d'une énorme reconnaissance intellectuelle par rapport à l'image que j'ai de moi dans les médias ou en politique. Je suis parfaitement consciente de la valeur qui est la mienne et de ce que l'on attend de moi. Ça, c'est la reconnaissance purement intellectuelle. Ensuite, vous avez la reconnaissance sociale, qui n'a rien à voir. Enfin, c'est mieux quand elle a à voir, mais malheureusement, bon là, la reconnaissance sociale, pour l'instant, j'en ai aucune. Hein, voilà. La seule reconnaissance sociale que j'ai, c'est d'être de façon officielle, hein, on est bien entendu, officiellement, je suis une malade mentale. Voilà. Bon, je sais très bien que je ne le suis pas, hein, et tout le monde sait très bien que je ne le suis pas, mais il n'empêche que juridiquement, la raison de ma tutelle, c'était que j'étais une malade mentale. Bon. Heureusement que je sais que je ne le suis pas, hein, franchement. Mais la reconnaissance sociale, c'est quand même quelque chose d'important. Alors maintenant, le problème est le suivant, c'est que la reconnaissance sociale de ce que l'on est, effectivement, pose un énorme problème dans la mesure où on est marginal, et où on est marginal dans sa démarche, où on est marginal dans la place qu'on occupe dans la société, où on est marginal dans la place qu'on occupe par rapport à sa famille, où on est marginal par rapport à ses idées aussi, tout simplement. Alors évidemment, vient se greffer par-dessus, là-dessus, par exemple, le statut qu'a un individu quand il vit dans un pays sous une dictature et qu'il est militant politique. Ça se pose particulièrement pour quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il est atteint d'une maladie extrêmement grave, marginal, non reconnu, et qu'il n'a pas de travail et qu'il est vraiment dans la merde. Alors selon qu'il se trouve dans un pays où l'être humain est absolument méprisé, ou alors qu'il vit dans une démocratie où on accorde de l'importance à l'être humain, sans que ce soit systématiquement schématique dans un ou dans l'autre, on a la chance, j'entendais Riyad Satouf à Théo Café à l'instant, et qui disait on vit quand même en France dans le pays le moins pire au monde. J'ai trouvé la formule assez amusante, mais il a parfaitement raison. Je pense sincèrement que la France est l'un des pays où l'être humain est le mieux respecté au monde, n'en déplaise à certains. Alors vous me direz, si vous regardez sur le site d'Amnesty International, vous verrez que c'est pas forcément vrai. Je comprends et j'entends fort bien ça, sauf que la protection et la considération de l'être humain ne se situe pas uniquement au niveau de la liberté d'expression et du nombre ou du non, comment dire, ou de la quantité d'opposants politiques qui est enfermée. Il y a aussi la protection sociale, il y a le droit du travail, il y a la prise en charge d'une caisse de maladie quand on est malade. Il y a tout ça aussi hein, dans la protection de l'individu. Et si l'on prend tous les vecteurs qui sont les véritables révélateurs de la protection de l'être humain au sein d'une société, je pense que nous sommes les mieux placés, n'en déplaise à certains. Voilà. Par exemple, on peut considérer que le pays le plus démocratique, où le sens de l'humour soit le plus revendiqué et le plus reconnu, c'est quand même nous, n'en déplaise à certains. Je pense que c'est un curseur, c'est un révélateur quelque part du fait que l'être humain soit le plus respecté, le mieux respecté dans le monde, en France, ici, là au moment où je vous parle. De toute façon, le seul moyen, objectivement, d'observer le degré de respectabilité de l'être humain aujourd'hui, c'est d'observer faudrait avoir une petite caméra, de se balader dans les hôpitaux psychiatriques et dans les prisons. Voilà.
Une fois que vous avez ces deux données-là, déjà vous y voyez nettement plus clair. Ensuite, vous croisez avec Amnesty International et Reporters sans frontières, on est bien d'accord, mais n'empêche que les hôpitaux psychiatriques et les prisons, une fois que déjà on regarde ça, je vois par exemple les États-Unis qui sont un pays démocratique, où c'est vrai que les démocraties en prennent quand même un petit peu plein la gueule depuis quelques temps, depuis qu'on sait qu'on doit trouver des nouvelles voies, les démocraties, avec l'essor d'Internet, sont quand même mises à mal et doivent se renouveler et se remettre en cause. J'entendais une émission ce matin, je sais plus comment ça s'appelle, après Télématin chaque samedi matin, où ils font un tour du monde, ils prennent un thème et puis ils se baladent dans différents pays du monde. Donc ce matin c'était l'adoption. Et alors, ce matin, l'adoption aux États-Unis avec les enfants qu'on revend, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, ils mettent des petites annonces, ah ben j'adopte un gamin, ben non ça va pas, alors genre, je veux dire, c'est quand même assez hallucinant dans un pays qui se dit démocratique. Alors, que les choses soient bien claires, là je pointe les États-Unis, on n'a pas parlé de la Russie, on n'a pas parlé de la Corée du Nord, hein. Voilà. Je vous explique même pas ce que ça doit être. Mais je vous recommande d'aller voir cette émission. Je suis contente parce qu'il y a vraiment eu un gros travail à faire. Donc je vais pouvoir reprendre la totalité de l'émission et puis redétricoter tout assez facilement. Parce qu'en fait, ils reprennent plein de trucs sur lesquels je peux rebondir. Donc ça va se faire. Voilà. Alors, au sujet de l'argent, moi je trouve que notamment avec l'essor d'Internet, depuis quelques années, le point extrêmement positif quand même, c'est que pour trouver ces nouvelles voies que l'on doit trouver et que l'on va trouver et qu'on commence à emprunter, justement Internet est un outil absolument extraordinaire et vous avez quand même la possibilité aujourd'hui de faire énormément de choses, même si vous êtes pauvre. L'accès à la culture, par exemple, dans toutes les villes, maintenant vous avez des bibliothèques, avec le support d'Internet, vous avez la possibilité de revoir des tas de films, d'avoir accès à la culture relativement facilement. Bon, évidemment, ça ne vaut pas le spectacle live, sur ce point, je suis parfaitement d'accord, mais il n'empêche qu'à l'époque, quand vous habitiez, il y a 50 ans, quand vous habitiez dans un coin de campagne extrêmement reculé et que vous n'aviez pas Internet, vous aviez que la télévision, et donc c'était déjà nettement plus pauvre. Hein. Encore fallait-il l'avoir. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui, je trouve, de pouvoir s'en sortir seul quand on a Internet que ça l'était jadis. Voilà. Alors, pour ce qui concerne l'argent, moi personnellement, paraît que je vais être très riche un jour. Mais je rigole parce que bon, ça n'a jamais été l'essentiel de ma préoccupation, comme chacun sait. C'est ce qui fait ma force d'ailleurs, parce que le fait de me battre en tant que bénévole, si c'est une contrainte, si la tutelle est effectivement une contrainte pour moi, en tout cas ça me laisse une liberté absolument incroyable, qui est de dire ce que je veux, sur qui je veux, quand je veux, comme je veux. Et ça, c'est une liberté que quelqu'un qui est encarté dans un pays, dans un parti, par exemple, ou qui travaille dans un journal, n'a pas nécessairement. Hein, je veux dire, moi, je n'ai pas de ligne éditoriale pour me dire, ah bah oui, mais c'est pas trop clean ton truc, ou on n'est pas trop d'accord. Non, moi, si j'ai envie d'ouvrir ma gueule, bon, quelquefois, voilà. Alors, quelquefois, je suis censurée, par exemple, hier, au sujet de la grève des policiers, enfin, des manifestations des policiers. J'ai travaillé sur le sujet hier matin, un très long article. Et donc hier, au moment où je l'ai posé sur mon site, il y avait 3 petites croix et on m'a interdit de le diffuser sur le blog. C'était uniquement pour que le gouvernement ait un pas d'avance par rapport aux autres. C'est tout. Voilà. Et donc je l'ai posé ce matin. C'est la seule contrainte en fait. Et puis la contrainte de l'argent, évidemment, qui est un énorme problème. Mais je vais vous donner un exemple par rapport à l'argent, justement. Parce que la voiture, bon, moi je vis en campagne, plus pour très longtemps, parce que j'ai l'intention de partir. Mais le fait de vivre à la campagne impose d'avoir une voiture. Il se trouve qu'il existe aussi des transports en commun dans les petits villages, ici, là, Hémanville, Saint-Austrebert, etc. Et puis donc, évidemment, comme ça fait quand même plus de 2 mois que j'ai pas de voiture, il a bien fallu que je me creuse un peu le citron pour, la cervelle pour trouver des moyens de me déplacer. Et il faut savoir que faire du stop, bon, sur le plan de sécurité déjà c'est discutable parce qu'on sait jamais sur qui on tombe. Et puis il faut surtout avoir bon moral, quoi, parce que quand vous n'avez pas le moral, faire du stop c'est quand même un vrai problème. C'est extrêmement humiliant d'être obligé de faire du stop quand vous allez pas bien, quoi. Ce qui m'arrive quelquefois, comme tout à chacun. Et ça m'a permis de redécouvrir justement le car, figurez-vous. Parce qu'en fait, il existe un car qui part de Saint-Austrebert et qui va à Rouen, etc. Et en fait, il y a dans plein de villages, les conseillers régionaux ont donné, enfin le conseil général, pardon, subventionne le transport en car.
Et donc hier, je suis allée hier après-midi et passé l'après-midi à Rouen, et j'ai pris le car, j'ai payé 2 euros pour faire Saint-Austrobert-Pavilly, et pour revenir le soir. Bon, il se trouve que le soir, j'ai raté 1 minute près, parce que je suis allée à la foire de Rouen, et je me suis fait avoir au niveau du temps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe quelquefois des moyens de résoudre certains problèmes qui sont simplement des histoires de stratégie, d'oser faire différemment. Voilà. Et on n'y pense pas, quoi. Je veux dire par là que la facilité d'avoir son véhicule, d'avoir l'habitude à sa liberté, quelquefois, on a tout à gagner à faire autrement. Hein. Il y a des pistes quelquefois qu'il faut oser expérimenter et qu'on n'ose absolument pas faire et qui n'ont rien à voir avec l'argent. Voilà. Moi, je crois beaucoup aux nouvelles formes d'économie qu'on nous propose maintenant, c'est-à-dire l'économie participative, c'est-à-dire le partage des véhicules. Voilà. Alors, je précise que je n'ai rien contre le fait de m'enrichir un jour. Hein. Mais en fait, je pense sincèrement que le seul intérêt de gagner plus d'argent, ça n'est pas de s'acheter tout un tas de trucs. Je pense que c'est plutôt le fait d'avoir le plaisir d'avoir des projets et de réaliser des choses qu'on a envie de faire. Ça n'est pas nécessairement des choses extrêmement ambitieuses. Là, par exemple, la semaine dernière, j'ai coupé quelques morceaux de bois et j'avais l'intention de sculpter quelques morceaux de bois, de faire des choses particulières, parce que j'ai un boulot devant chez moi, là. Et donc, je lui coupe les branches et je sculpte. En regardant la télévision, je sculpte avec un petit couteau. Et j'ai envie de m'acheter quelques outils pour sculpter du bois. Et ça coûte rien, quoi. Je veux dire, ça coûte 2 fois rien, et moi, ça va me faire plaisir. J'adore travailler, par exemple, bon, c'est pas très original hein, ce que je dis là, mais c'est pas nouveau, mais je suis absolument fascinée par le fait de redonner une seconde vie à des trucs. Alors surtout si c'est des trucs inhabituels, des trucs auxquels on pense pas. En fait, plus c'est... Quand je vois un truc qui doit être jeté, je prends pour un défi personnel le fait d'imaginer des voies de reconversion. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui me bouleverse. Voilà. Même, alors, évidemment, quand c'est des matériaux naturels, c'est mieux encore, mais même quand c'est des matériaux synthétiques et que ça va aller à la poubelle, je supporte pas le fait de mettre à la poubelle quelque chose qui va ne jamais pourrir, comme du plastique ou des choses comme ça. Ça, pour moi, c'est quelque chose ça me révolte, quoi, en fait. Ça me révolte, tout simplement. Et je pense sincèrement que il y a des tas de choses, en fait, dont dépend notre bonheur, qui n'ont absolument rien à voir avec l'argent. Aujourd'hui, si vous n'allez pas bien, par exemple, et que vous avez des problèmes d'argent, il existe quand même, sur le plan social, différentes aides, mais il existe surtout une façon différente de gérer son temps et de gérer sa vie, qui génère des économies auxquelles on ne pense absolument pas. Vous avez des gens, par exemple, qui travaillent toute la journée et puis qui trouvent absolument normal de se libérer une matinée ou un après-midi pour aller faire du sport dans des salles de sport qui vont payer extrêmement cher. Alors qu'en fait, il suffirait qu'ils ne prennent pas l'ascenseur et qu'ils prennent les escaliers un peu plus souvent, ou bien alors que sur 3/4 d'heure de métro, ils disent bah tiens, tout compte fait, je vais m'arrêter 2 stations avant et puis je vais marcher une demi-heure pour rejoindre mon domicile, et puis leur sport, il est fait, quoi. Alors vous me direz, c'est pas une notion de plaisir, mais je pense sincèrement que le moment est venu maintenant d'explorer, de se faire violence quelquefois et d'explorer de nouvelles voies. Hein, VOIE. Et puis il y a ma voix aussi, VOX. Alors bon, sinon on va terminer par quelque chose de... Oui, alors sur le plan psychologique notamment, la notion de bonheur, c'est quand même une question d'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est quelque chose qui n'est lié qu'en faible partie par rapport au monde du travail. Je veux dire par là que, par exemple, si vous êtes victime de harcèlement sur votre lieu de travail ou que vous êtes mal dans votre travail, vous vous sentez pas bien dans votre travail, le nouveau compte qui a été créé par le gouvernement de formation professionnelle qui vous suit pendant votre vie entière, pendant votre carrière entière, c'est moi qui en suis à l'origine, depuis plusieurs années. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment fondamental parce que aujourd'hui, il existe différentes possibilités pour changer de métier.
Évidemment, ça n'est pas simple, et puis surtout, il y a plein de précautions à prendre pour limiter les risques de façon réelle. Moi, par exemple, j'ai un fantasme professionnel, mais je vais le faire. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire, en fait, sur le plan professionnel. J'ai envie d'apprendre à faire du fromage de chèvre et à élever des chèvres. Alors que les choses soient bien claires, je n'ai absolument pas l'intention de me lancer dans ce genre de choses. Hein. Surtout pas. Surtout pas. Mais le fait, j'ai toujours adoré les chèvres, et ma mère adorait traire les vaches. Et le fait comment dire, d'avoir la compétence de le faire, moi, me rendrait extrêmement heureuse, et quitte à, si j'ai envie de partir une semaine, dire pendant une semaine, je peux remplacer quelqu'un, par exemple, dont c'est le métier, et qui a simplement besoin de prendre l'air, et de savoir que je suis capable de le faire, et de le faire pendant une semaine, le temps qu'il aille prendre l'air. Moi, j'y trouve mon compte, lui, il trouve son compte, voilà. Et c'est pas du tout dans un objectif professionnel que je dis ça, mais je pense qu'il est, à chaque fois qu'on va très mal dans sa vie, quel que soit le cap qu'on ait à franchir, la base vraiment du truc qu'il faut se demander, c'est de faire la liste de toutes les choses qu'on a envie de faire, pas au moment où on est là, mais qu'on a eu envie de faire à un moment de sa vie. Hein. Que ce soit de sauter en parachute, que ce soit d'apprendre n'importe quelle langue, n'importe quoi, même un truc qui est inutile, un truc qui est futile, dont tout le monde s'en fout complètement, mais il se trouve qu'un jour vous avez eu envie de le faire. Et il y a quelque chose qui a germé, voilà. Et puis, ça a été rangé dans les tiroirs, dans les bonnes résolutions, comme toujours, quoi. Et c'est les désirs ont été des petites lumières fondamentales qui ont été éteintes par devoir, plus la boîte qui contient ces lumières-là est restée fermée pendant des années, plus en fait elle demande à sortir, et ce sont là vos comment dire, vos béquilles. Je cherchais le mot, c'est Michel Drucker qui disait ça, on se fabrique nos béquilles, mais c'est exactement ça. Et dans cette boîte-là, en fait, de vos rêves d'enfant, ce sont là vos béquilles. Et grâce à ces béquilles-là, vous pouvez franchir tout un tas de trucs. Vous pouvez franchir 90% des problèmes qui se posent à vous, de quelque nature que ce soit. Je vais vous donner un exemple. Vous travaillez dans un endroit qui vous plaît pas, et puis les gens qui sont autour de vous vous emmerdent vraiment, quoi, ou vous harcèlent, enfin vous êtes mal dans votre travail. Il faut avoir confiance à votre imagination. Voilà. La personne qui vous emmerde sur votre lieu de travail, par exemple, vous êtes parfaitement en droit, au moment où elle vous parle, ou en rentrant chez vous, de l'imaginer, par exemple, je sais pas moi, déguisé en n'importe quoi d'autre. Hein. C'est-à-dire que si vous partez du principe, par exemple, que de toute façon, bon, c'est lui ou elle qui est vraiment un con, par exemple, et que c'est quelqu'un d'arrogant et qui n'a pas le courage d'aller clencher la porte du psy, souvent c'est le cas, pour résoudre ses problèmes personnels. Donc vous l'imaginez à poil, je sais pas moi, en train de vendre des frites, où tout le monde se fout de sa gueule, enfin voilà. Vous l'imaginez, libre à vous, libre à vous de l'imaginer. Alors évidemment vous lui dites pas, vous lui dites surtout pas, mais vous intérieurement imaginez-vous-le. Évidemment le problème c'est que ça risque de provoquer une sorte de sourire intérieur. Qui risque de le déstabiliser quelque peu. Mais je veux dire par là que quelqu'un qui se fait harceler, par définition, c'est quelqu'un qui sent que vous êtes vulnérable. Et si vous êtes vulnérable, c'est précisément parce que l'un nourrit l'autre, hein, bien sûr. Mais il faut absolument faire confiance à votre imagination. Moi, je suis en train d'ouvrir un nouveau site internet, encore un, oui, je sais, mais celui-là, il va être beaucoup plus ludique, en fait, parce que je suis en train de renouer avec la calligraphie. D'ailleurs, je me suis acheté un feutre blanc pour écrire sur du noir, là, et donc j'écris des conneries, enfin, tous les jours. Ah bah, notamment au sujet d'Amanda Scott, hein, Amanda Scott sur le... Ah, je l'ai bien dans le pif, Amanda Scotch, en fait, Amanda Scotch, c'est une nana qui est vraiment super. Il y a juste un problème, c'est qu'elle est un peu collante. Voilà. Alors, j'ai écrit ça hier, moi, personnellement, j'étais très contente de moi, en tout cas, ça c'est sûr. Mais je veux dire par là que sur ce nouveau site, justement, je vais veiller, je laisse pas du tout tomber la politique, soyez sans crainte, mais il faut absolument que je veille à ne pas trahir ma nature profonde. Et ma nature profonde, c'est quand même d'être une artiste et de raconter des conneries pour faire rigoler la galerie. Et si jamais le peu de fois où on me remet sur les rails de la politique par nécessité, et où je trahis ma nature profonde, ça me rend
Ça me rend pas triste, c'est bien pire que ça, je deviendrais folle, quoi. C'est-à-dire que c'est extrêmement toxique pour moi, parce que du coup, je suis plus capable de rien faire. Je suis plus capable de travailler en politique, je suis plus capable de rien faire, je n'existe plus. Voilà. Donc je dois vraiment veiller à ça. Donc ce nouveau site internet, c'est toujours sur mon site comme les autres sites internet. Donc j'ai expliqué ça dans le truc d'accueil. Et donc ce site-là va être beaucoup plus ludique. Voilà. Beaucoup plus axé sur la culture, sur le dessin, sur toutes les formes artistiques, et notamment sur l'aspect psychologique de la démarche artistique, qui est extrêmement précieuse à mes yeux, justement. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'en fait, j'observais... Qu'est-ce que j'observais tout à l'heure? J'étais en train de me faire un thé et j'avais acheté sur une foire à tout un mug avec des petites... les gens connaissant, on en voit souvent sur les foires à tout, les services avec deux petites oies, là. Hein, le service est beige avec deux petites oies. Et puis je me disais que ce serait marrant de les dessiner et de les peindre à l'aquarelle. Tout ça pour dire qu'en fait, si demain j'ai envie de peindre par exemple des rayures vertes et jaunes sur un mur de 10 mètres sur 10 mètres, et que si moi ça me fait plaisir, je me fous mais alors complètement de savoir ce que les autres en pensent, je me fous complètement de savoir si c'est dans les clous ou pas dans les clous, si ça plaît à un tel ou si ça plaît pas à un tel. Il faut avoir, je pense que quand on va mal, il faut avoir le salutaire réflexe d'être égoïste, quelquefois. Et ça n'est pas être égoïste quand on va mal, ça n'est pas une démarche égoïste, aussi étrange que ça puisse paraître, parce que c'est un moyen précisément de se recentrer pour ensuite aller davantage vers une meilleure conscience du fait qu'on fait partie d'une famille au sens large. Ça peut être d'un groupe intellectuellement, ça peut être d'une famille artistique, ça peut être de la famille d'où l'on vient, ça peut être plus large que ça. C'est pour ça que ça n'est pas égoïste, aussi étrange que ça puisse paraître. Là, j'ai acheté du matériel pour me remettre dans la couture, par exemple, je ne trouve pas le temps, mais j'espère le faire. Voilà, parce que j'adore coudre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Oui, ça parle du bonheur, hein, du coup, effectivement. En fait, l'argent, à mon avis, ne concerne surtout que la distance à laquelle on se trouve par rapport au minimum de la dignité humaine. C'est ça qui importe pour moi. Voilà, c'est-à-dire avoir un toit et avoir à manger. À partir du moment où vous avez ça, je considère que le reste, c'est plus une question d'argent. Maintenant, le problème, il est là, précisément. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que la dignité humaine, il y a beaucoup de gens qui confondent la notion de dignité humaine avec la notion d'avoir et d'être, et c'est extrêmement complexe. Parce qu'évidemment, il y a des gens, par exemple, il y a énormément de gens au sein des familles, par exemple, qui considèrent que l'argent est quelque chose d'absolument fondamental, que la réussite sociale est quelque chose d'absolument fondamental, alors qu'ils mettent... Moi aussi, je considère que c'est important. Mais moi, je mets dans la réussite sociale le fait de se sentir, d'avoir l'occasion de s'épanouir dans son travail. C'est-à-dire d'avoir un travail où l'on se sent utile et où le salaire n'est pas le seul moteur. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'erreur par rapport à ça, qui accordent trop d'importance au côté financier. Ça, pour moi, c'est absolument certain. Moi, je considère que quelqu'un qui part travailler le matin en étant content d'aller travailler, c'est quelqu'un de profondément riche. Ça, c'est certain. Voilà. Un jour, j'avais dit à mon psy, au début de la psychothérapie, je me souviens il y a longtemps, alors que j'étais femme au foyer, que sur 4 femmes, on s'était retrouvé 4 femmes au foyer dans un laps de temps d'une année, sur 4 femmes au foyer qui pétions les plombs donc au sein de notre couple, les 3 autres se sont suicidées et moi j'ai atterri à l'HP. Hein. Je tiens à le rappeler parce que c'est pas de la blague, je peux vous sortir les noms. Enfin, il y en a une, je me souviens plus exactement qui c'est, mais je me souviens très bien qu'on était 4. Les 2 autres, je peux même vous citer les noms. Je me souviens très bien lui avoir dit, mais je suis riche. J'ai 3 filles. Je suis riche puisque j'ai 3 filles. Et il avait rigolé évidemment parce que bon, c'était clair, moi, c'était clair. Il peut y avoir plein de choses derrière la richesse. Vous avez des tas de gens qui sont riches. Moi, si je croise quelqu'un qui fait la manche, par exemple, je peux rien lui donner parce que je suis pas un radis, mais je lui souris et puis je lui demande comment il va. Ce qui va me renvoyer, je considère que ça m'enrichit au moins autant que si je lui avais donné de l'argent.
Dans la situation où je suis maintenant, je donne jamais d'argent à quelqu'un qui fait la manche. Je lui demande comment il va, je lui dis bonjour, mais je lui donne jamais d'argent parce que je peux pas. Bon. Même après, de toute façon, je donnerai peu parce que je considère que je fais autre chose. Voilà. Moi, je considère que le fait d'aider les gens, c'est une façon de s'enrichir. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, avec n'importe qui. Mais je considère que la notion de solidarité est une notion qui est une notion qui est tout à fait digne de rendre plus heureux. Ça, c'est certain. Le danger, en fait, par rapport à l'idée de solidarité, c'est qu'il y a une idée courante qui voudrait laisser croire que ce soit la solution universelle, ce qui est faux. Mais j'y reviendrai.